Le 25 novembre 2019, il est 22h à Aouré et à Bokiladji, c'est dans le département de Kanel. Le journal. Moustapha Cissé Lo désigne Mamadou Diop Decroix comme étant une personne ressource pour les enquêteurs dans l'affaire des saisies records de drogue dure au port autonome de Dakar. Réponse du député Diop Decroix, c'est sur la base de la déclaration du vice-président de l'Assemblée nationale Cissé Lo que j'ai déposé une question orale et demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. La vedette Sangomar, le patrouilleur Kédougou, le Falcon 50 de l'armée française et l'hélicoptère de Frontex. Mobilisation de tous les moyens pour retrouver les 6 pêcheurs disparus en mer depuis plus d'une semaine. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a donné 2 millions de francs CFA aux familles de Thiaroye-sur-Mer. Ourossogui a du mal à étancher sa soif déjà plus d'une semaine sans eau. Ça commence à agacer les populations qui indexent la Sénélec. Le maire prévoit une réunion d'urgence. Domingos Simaons Pereira face à Umaro Sissoko Mbalo. Les deux candidats vont en toute vraisemblance se retrouver au second tour de la présidentielle de dimanche dernier en Guinée-Bissau. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Lamine Ba dans ce journal. Basketball, tournoi de montée en National 1. Le centre d'excellence de Louga dans tous ses états. Il dénonce la programmation des matchs qui selon lui favorisent les clubs de Dakar. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Mamadou Oumar Ba. Nous serons en classe avec El Hadji Ndiogou Diène. Bonne santé Nafissa Toussila. La chronique du lundi, Abdoulaye Cissé. L'invité du soir, Moustapha Cissé Lo. Le président du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, entretient avec Fama John sur son bilan à quelques mois de la fin de son mandat. C'est à l'occasion du sommet de l'institution à Abuja au Nigeria. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Affaire des saisies records de drogue dure au port autonome de Dakar il y a quelques semaines. Moustapha Cissé Lo accuse Mamadou Diop Decroix pour le vice-président de l'Assemblée nationale. Son collègue député connaît les gros bonnets qui s'activent dans le trafic de drogue au Sénégal. Sur le dossier des faux billets de banque impliquant Seydina Fall Bougazeli, il appelle au respect de la présomption d'innocence. Moustapha Cissé Lo est interrogé par notre envoyé spécial au sommet du Parlement de la CEDEAO à Abuja, Fama John. C'est regrettable, mais il faut quand même lui donner cette présomption d'innocence jusqu'à ce que des preuves établissent sa culpabilité. Aujourd'hui, il est impliqué dans une affaire. Mais attendons, il a démissionné de son poste de député. Il y a 1 an et demi, je l'ai dit, et j'avais dit, si le procureur pouvait me convoquer, je vais lui donner des indices. Mais malheureusement, j'avais pas été écouté. J'ai entendu un frère et ami Decroix parler de moi, mais Decroix, il sait mieux que moi qu'il connaît lui-même les gens qui sont dans la drogue. Il connaît. Je le défie. Il connaît, il sait bien qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur la drogue. Mamadou Diop Decroix en rit et se demande à quel jeu joue Moustapha Cissé Lo. Decroix dit ne rien connaître de cette affaire. C'est pourquoi, dit-il, il avait adressé une question orale au gouvernement et demandé à l'Assemblée nationale l'ouverture d'une enquête parlementaire suite à la déclaration première du vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo. Mamadou Diop Decroix au téléphone avec El Hadji Ndate Diop. Moi, j'ai déposé une question orale au gouvernement sur cette histoire de trafic de drogue dure qui prend des ampleurs extraordinaires dans le pays. J'ai demandé au président de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la drogue. Et tout ça parce que Moustapha Cissé Lo a dit clairement que lui, il connaît. Donc moi, j'ai pensé qu'il était sérieux là-dedans. Et que donc, ça a mérité véritablement des investigations. Mais maintenant, il vous renvoie la balle. Maintenant, s'il dit que moi, je connais les gens, je me demande maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser même de sa première déclaration. Franchement, bon, c'est compliqué, des gens comme ça. Moi, je pensais qu'il savait. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai demandé quand même qu'on le convoque, que le procureur s'en occupe, qu'il y ait une commission d'enquête, que le gouvernement vienne répondre. Mais si c'est ça qu'il dit, bon, ça veut dire que le monsieur-là, il n'est pas... C'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous en connaissez quelque chose par rapport au trafic de drogue au Sénégal? Donc, toi aussi, qu'est-ce que j'en sais? Si je savais quelque chose, mais franchement, d'abord, moi,
Moi, je ne suis même pas bien placé pour savoir. Mais écoutez, la question, elle est là. Franchement, il ne faut pas tourner autour du pot. Moustapha Cissé Lo a dit, etc. Moi, j'ai déposé une question orale. J'ai demandé une commission d'enquête. Le gouvernement n'a qu'à faire son travail, c'est tout. Incinération de 450 tonnes de produits impropres à la consommation, contrefaits et non conformes d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Des habitants de Toglou et environ ont envahi le site pour récupérer une partie de la marchandise qui n'est pas complètement consumée. Je vous propose de suivre ce témoin au micro d'Abdou Diouf Diagne. Le riz et les autres produits impropres à la consommation que les autorités avaient acheminés ici pour incinération, les gens sont en train de les déterrer et de les amener chez eux pour les consommer ou pour les vendre. Ils ont attendu le départ des forces de l'ordre qui étaient en faction pour commettre leur forfait. À bord de charrettes ou de motos, ils sont en train d'emporter certains produits, soit pour leur consommation ou bien pour la vente. Les propos de ce témoin qui a préféré garder l'anonymat ont été traduits par El Hadji Ndate Diop. Cette information qui vient de nous parvenir descente à l'instant de la gendarmerie à Toglou. Plusieurs arrestations, nous dit Abdou Diouf Diagne, notre correspondant permanent à Rufisque. Il est 22h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de John Noir. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Disparition des 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux familles. À l'occasion de cette visite ce lundi, le directeur de la protection et de la surveillance des pêches a annoncé la poursuite des recherches avec la vedette Sangomar et le patrouilleur Kédougou, en plus du Falcon 50 de l'armée française et de l'hélicoptère de Frontex. Le capitaine de vaisseau, Mamadou Ndiaye, avec Nongoka. La direction n'a été informée du non-retour de cette pirogue que le 19 novembre. Et la marine a aussi déployé le patrouilleur Sangomar et l'avion de patrouille français qui est stationné à Dakar a pu décoller le Falcon 50 pour un vol de 4 heures de temps pour des recherches en mer. Le lendemain, le patrouilleur de haute mer qui était en opération avec le Falcon a également été dérouté pour des opérations de recherche au large de Dakar et dans la zone sud et centre. Malheureusement, ces opérations de recherche ont été jusque-là vaines. Elles se poursuivent. Également, la Guardia civile a mis en opération l'hélico stationné à Dakar dans le cadre du Frontex et la vedette qui est déployée à Dakar également dans ce même contexte. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'État a déployé tous les moyens possibles. Et les recherches se poursuivent. Ce matin, j'ai contacté la marine pour demander encore que les recherches se fassent un peu plus en profondeur, donc à la limite de la Z2 sénégalaise, et au besoin qu'ils fassent la requête auprès des autorités françaises pour obtenir un vol supplémentaire dans la Z2 sénégalaise et au-delà. Sévices infligés à des talibés à Diagne. Le coordonnateur du projet d'appui à la modernisation des Dara estime que le projet pourrait mettre fin à de telles pratiques. Mamadou Mbodj Diouf annonce dans la foulée que d'ici à la fin de l'année 36, Dara modernes verront le jour. Mais du côté de la Fédération nationale des Dara, même si l'on admet que le projet est pertinent, son président semble plus préoccupé par les lenteurs dans la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le dossier du jour signé par Bestiba. 36 Dara modernes sur les 64 entrepris par le gouvernement seront livrés avant la fin de l'année. Pour le coordonnateur du projet, l'objectif est de mettre les élèves dans un meilleur cadre d'apprentissage, mais aussi de faire en sorte que les cas de sévices comme ceux constatés à Diagne ne se répètent plus. Mamadou Mbodj Diouf. Le projet d'appui à la modernisation des Dara œuvre pour l'amélioration des conditions d'études et d'apprentissage de ces apprenants des Dara, donc sénégalais. Actuellement, on peut dire qu'en termes de réalisation, on en est à 36 Dara qui sont prêts à être ouverts. Sur les 64 Dara que nous sommes en train de construire, il existe bel et bien des Dara au Sénégal qui fonctionnent normalement, qui prodiguent leurs enseignements à leurs apprenants sans qu'on ait à observer ces dérives-là. La Fédération nationale des Dara est certes d'avis que le projet de modernisation peut être une réponse à ces dérives, mais son président Moustapha Lo s'interroge encore sur les lenteurs autour de l'élaboration du projet de loi. Les enseignants ont besoin d'une formation qui va les former sur le plan pédagogique des enfants,
comment on gère un dara, comment respecter les droits des enfants et tout ça. Parce qu'il y a des candidats qui ne connaissent pas ça. Dans le projet de loi de Monseigneur Dara, nous avons étudié pendant 2 ans avec le ministre de l'Éducation nationale. On a fini depuis 1 an, on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas envoyé à l'Assemblée pour le voter. Le coordonnateur du projet, pour sa part, affirme avoir fait tout ce qui devait l'être. Pour Mamadou Mbodjouf, il reste seulement la décision politique. Le projet de loi a été validé, a même obtenu une validation en Conseil des ministres. À partir de ce moment, nous, projet, notre travail est terminé. Pour le reste, maintenant, c'est à l'Assemblée nationale de faire son travail et je pense qu'il reste plutôt une décision politique. Nos 2 interlocuteurs condamnent les cas de maltraitance survenus à Ndiania, mais pas de globalisation. Pour Diouf et Lo, il s'agit simplement d'actes isolés, des exceptions. C'était le dossier de Pape Bess Diba. Depuis plus d'une semaine, l'eau ne coule plus des robinets à Ourossogui. Le maire de cette commune de la région de Matam annonce une réunion de crise pour décrisper la situation. La gestion des forages est indexée et la Sénélec qui est au banc des accusés. Ali Bandel Nyang. Cela fait plus d'une semaine que l'eau ne coule plus des robinets à Ourossogui. Malgré la mise en service de 4 forages, trouver le liquide précieux relève d'un véritable casse-tête. Des difficultés récurrentes d'accès à l'eau potable dans la capitale économique du Fouta, sur lesquelles nous avons interpellé Moussa Bokarcham, il est le maire d'Ourossogui. C'est l'occasion pour moi d'abord de remercier le président de la République qui nous a doté de 3 forages en une année. Manifestement, nous n'avons pas de problème de production, mais nous sommes confrontés à des difficultés de gestion liées au fait que les foyers ne payent pas l'eau. Il y a un grand déficit de recouvrement parce que nous avons mis quand même plus de 12 km de réseau. Nous avons un château d'eau de 400 mètres cubes installé, construit et opérationnel. Maintenant, la gestion ne m'appartient pas. La gestion appartient au Copifort qui aujourd'hui a montré ses limites dans la mesure où leur gestion est à décrier, ce qui fait qu'ils ont toujours des problèmes heurtés avec la Sénélec. D'ailleurs, tout à l'heure, on a une réunion de crise avec le préfet pour effectivement trouver des solutions institutionnelles d'abord à la crise. Maintenant, il est clair que ça ne peut plus être comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Je prends toutes les dispositions nécessaires, que ce soit populaire ou impopulaire, toutes les mesures seront prises pour que ces problèmes de l'eau soient réglés, notamment sur le cas de la gestion. Pourtant, depuis la dernière réforme dans la gestion de l'eau, une nouvelle équipe porteur d'espoir avait été portée à la tête de la structure en charge de l'eau. Seulement, aujourd'hui, dans la ville de Ourossogui, la grande majorité des habitants ne rêvent que l'arrivée de la SDE pour une résolution définitive du problème. Matam, Ali Bandelnia, RFM. 95.0, c'est la fréquence de RFM à Matam. Arrêt de travail au centre de santé de Richard Toll. Les agents en colère ont fait un sitting devant les locaux de la structure sanitaire. À l'origine, le non-paiement des arriérés de salaire, le manque de médicaments et l'augmentation du prix des tickets d'entrée par le médecin-chef. Il réclame d'ailleurs son départ. Mamadou Diagne. Quelques mois après son inauguration par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le centre de santé de Richard Toll est à l'agonie. Arborant des brassards rouges sous le chaud soleil, les blouses blanches ont pris d'assaut la cour de la structure sanitaire. Ils déplorent l'augmentation des tickets par le médecin-chef, le retard des salaires et primes de motivation ainsi que l'appauvrissement en médicaments. Madame Ndion, née Anne Djoumassen, porte leur voix. Les problèmes qu'on affronte ici au niveau du centre de santé, c'est l'augmentation des tickets. Ça, c'est un problème crucial parce que le ticket, on est en santé publique, donc le ticket ne doit pas être augmenté. Il y a les problèmes des agents parce que les agents communautaires, on a constaté le salaire des agents communautaires a été réduit. Aussi, il y a la motivation qui a été hiérarchisée. Il y a la motivation du point focal, PNT, qui n'est pas remis haut et en droit. Manque de réactifs au niveau du laboratoire. Autre problème soulevé par les agents, la mauvaise gestion du médecin-chef. Raison de plus, selon ces professionnels sanitaires, de réclamer son départ le plus vite possible. Il n'y a pas de bilan financier au niveau du centre de santé. Là, on note une mauvaise gestion financière. Si on note une absence médecin-chef de district au niveau du centre de santé, c'est pas la première fois qu'on le fasse. C'est la énième fois qu'on fait des grèves, des sittings. On a parlé avec lui, on a essayé de négocier avec lui. Mais cette fois-ci, vraiment, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, on ne l'a pas rencontré. Au banc des accusés, le médecin-chef Dr Diouf, celui-ci, refuse d'apporter des éclaircissements face à toutes ces accusations. Une attitude irresponsable selon le personnel qui menace même de paralyser le système sanitaire dans les jours à venir, et ce, avec la collaboration du personnel de l'hôpital de Richard Toll, si toutefois la situation perdure. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Campagne de commercialisation de l'arachide. Le mouvement Arsenou Momel n'est pas d'accord sur les 210 francs CFA fixés par le Comité national interprofessionnel de l'arachide. C'est un montant en deçà des attentes du monde rural selon cette organisation qui note
note que les agriculteurs vendent leurs graines à des prix plus intéressants dans les marchés parallèles. Son coordonnateur Bassirou Ba au micro d'Ibrahima Diamé. Parce que su fekkee ne 219 nekkoon ay at ba ren ñu doon xaar à peu près. Voilà des années on nous propose le même prix de 210. Cette année vraiment on attendait mieux et plus parce que déjà les paysans ont commencé à vendre leur arachide à des prix beaucoup plus intéressants qui vont de 250 jusqu'à 300 francs CFA. Et cette année, il faut le dire, on n'aura pas la qualité ni la quantité d'arachide escomptée à cause de la nature de l'hivernage. Vraiment, nous n'apprécions pas le prix de 210. On avait l'habitude de voir les paysans bazarder leurs produits à des prix dérisoires, mais cette année, on voit une autre situation. Donc, il appartient au gouvernement d'aller au-delà de ce qu'a proposé le Sénat, étant entendu que les paysans vendent déjà à plus de 210. Ce que je suggère d'ailleurs à ces paysans, c'est d'écouler rapidement leurs produits avant qu'on officialise les 210. Et puis, je vais au-delà en demandant au gouvernement d'organiser les assises de l'agriculture axées notamment sur la commercialisation de l'arachide, parce que l'autre constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement subventionne l'arachide, mais ça ne va pas dans l'intérêt des paysans. Au contraire, ce sont les intermédiaires qui en profitent pour se remplir les poches. C'est pourquoi je demande à ce qu'on élimine ce système d'intermédiation. L'actualité internationale. Présidentielle de dimanche en Guinée-Bissau, le PAIGC donné grand favori s'attend à un second tour après les tendances au niveau des différents centres de vote. Le duel Domingos Simaos Pereira Umaro Sissoko Embalo est pressenti pour le 29 décembre prochain. La correspondance de notre envoyé spécial, Lamine Ba. Il va falloir patienter jusqu'au 29 décembre prochain pour connaître le successeur de José Mario Vaz à la tête de la République de Guinée-Bissau. Ça, les différents candidats qui étaient en liste pour l'élection de dimanche dernier l'admettent tous. Le PAIGC, qui a investi Domingos Simaos Pereira, a annoncé cet après-midi qu'il se prépare pour le second tour de l'élection. C'est le secrétaire exécutif du directoire de campagne de PAIGC, Marco Diaz-Sami, qui l'a dit face à la presse. On est prêt à la 10e tour. C'est-à-dire, tous les données nous indiquent qu'on aura le 10e tour. Donc, on est à la tête. À la tête, oui. On a gagné plusieurs bureaux électoraux, y compris le Bissau. C'est la finale. La finale, tous les finales, c'est deux personnes, deux équipes. Notre alliance, c'est seulement avec le peuple. Notre alliance, c'est avec les électeurs seulement. On va féliciter tous les candidats qui ont participé à le processus. C'est ça qui a permis à une grande majorité la démocratie en Guinée-Bissau. On félicite tous les autres candidats qui ne peut pas continuer. Le PAIGC rejoint ainsi la position du leader du MADEM G15, Umaro Sissoko Embalo, qui avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que le second tour de cette présidentielle est acté. La grande inconnue qui reste à élucider est de savoir qui du PAIGC ou du MADEM G15 est en tête de peloton à l'issue du premier round. Quoi qu'il advienne, ces différentes déclarations instaurent le calme et ramènent la confiance au sein de la population hantée par le syndrome d'une élection contestée. Lamine Ba, Bissau, Radio Futur Média. Merci Lamine Ba. Basketball masculin, tournoi de montée en D1, le centre d'excellence de Louga dénonce la programmation des matchs. Les Lougatois estiment que les clubs dakarois sont favorisés. Les équipes des régions n'ont été avisées qu'à 5 jours de la compétition. Maguette Diouf, le secrétaire général du centre d'excellence de Louga, déplore cette situation. Nous l'écoutons avec Abraham Poulpoulia. Les équipes des régions sont lésées par rapport aux équipes de Dakar. Et cette année aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi, on nous prend à l'improviste pour un tournoi aussi sérieux que le tournoi de montée en première division. Donc c'est hier seulement qu'on nous a informé de façon informelle donc que le tournoi se joue la semaine prochaine. Donc vous avez 5 jours pour venir. Donc ça veut dire débrouillez-vous. Pour la plupart, dans les régions, les jours de deuxième division sont des élèves. Et les élèves, nous sommes à période scolaire. Les parents ne peuvent pas laisser leurs enfants s'absenter pendant 10 jours de cours. Alors, pendant que les jours de Dakar ont la possibilité de sacrifier 1 heure de cours ou bien 2 heures, venir jouer et repartir en classe. Une fédération ne doit pas être un levier de promotion de l'échec scolaire. C'est ce que nous dénonçons. Nous voulons que les tournois de montée de première division se tiennent dans les périodes de vacances. Les périodes de vacances nous ont échappé. Donc pourquoi pas
attendre les fêtes de Noël, donc pour organiser ce tournoi-là. Maintenant, on en a assez d'être pris pour des faire-valoir, parce que la fédération a cette manie-là chaque fois, même le calendrier en première division est calqué sur les intérêts du DUC et des équipes de Dakar. Donc ça, c'est du favoritisme qu'on a toujours laissé passer sous silence. Maintenant, trop c'est trop. Le président, on lui a envoyé un message, il n'a pas répondu. On leur envoie des courriers, ils ne répondent pas. C'est quelle fédération ça? Ils auront l'occasion de réagir sur cette antenne d'RFM. Oui, tout à fait, Abdou Diouf Junior. Nous parlons maintenant de beach soccer. Le Sénégal qui prépare un match décisif pourra compter sur Mamour Diagne. Le Lion a rugi 4 fois hier face à la Biélorussie. Il a été l'artisan principal du large succès du Sénégal, 7-2. Mamour Diagne sera très attendu contre les Émirats arabes unis ce mardi. Comment a-t-il vécu l'exploit contre les Biélorusses? Quel match pour accéder en quart de finale? Nous allons mieux connaître Mamour Diagne. Ce sera tout de suite avec Soda Thiam. Mamour Diagne, qui avait réalisé un doublé lors de la première rencontre du Sénégal face à la Russie, a mis les bouchées doubles dimanche soir face à la Biélorussie. Le milieu de terrain a commencé à prendre goût dès le deuxième tiers-temps pour réaliser un quadruplé à la fin du match. C'est juste plus de travail qu'on fait parce qu'on a mal entré sur ce tournoi. C'est pour cela qu'en deuxième match, tout le monde a dit que forcément qu'on gagne ce match parce que c'est très important aussi. Âgé de 29 ans, avec 1m77 pour 69 kg, Mamour Diagne a commencé avec l'équipe nationale de beach soccer en 2016. Sa première campagne avec l'équipe nationale de beach soccer remonte en 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une Coupe d'Afrique des Nations qui l'a beaucoup marqué puisque le Sénégal l'avait remportée. Pour 20 matchs joués avec l'équipe nationale, Mamour Diagne compte 28 buts, dont 6 déjà pour sa deuxième Coupe du Monde. Mamour Diagne reste conscient de ce qu'il attend avec ses coéquipiers pour cette troisième journée face aux Émirats arabes unis. C'est un final parce que chacun a 3 points. Le plus important, c'est de concentrer, gagner ce match. Son rêve, faire partie des meilleurs joueurs au monde de beach soccer. Il en est capable, nous dit Mamadou Diallo, coach adjoint de l'équipe nationale. Un jour qui a beaucoup de qualité, c'est notre numéro 10 qui est comme Messi dans cette équipe. Mais il faut toujours le prouver dans le terrain. C'est un joueur qui peut marquer des buts, mais c'est un joueur qui fait marquer les autres aussi. Mamour Diagne reste convaincu que le Sénégal est une grande nation de beach soccer, capable de réaliser des surprises, surtout dans cette compétition. Soda Thiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Soda Thiam, merci. Les Lions se sont entraînés cet après-midi, une séance de décrassage pour évacuer la fatigue musculaire de la veille. Football avec le championnat L1, NGB vise le maintien cette saison. Les Galactiques s'entraînent depuis plusieurs jours à Toubab Dialaw. Ils promettent de tout donner pour rester en Ligue 1 cette saison. Pape Thiaw, leur entraîneur, a pu enrichir son groupe. L'entraîneur de Niary Tally justement, qui ne s'enflamme pas pour autant. Pape Thiaw que je vous propose d'écouter. Là, on est en phase de préparation en hivernale sur Toubab Dialaw, dont on regroupe tous les jours pour chercher la cohésion du groupe, aussi de pouvoir travailler 2 à 3 séances par jour et pour les charger et pour qu'ils puissent tenir pour toute la saison. Et je trouve que c'est une phase très très importante. Donc je suis parti avec mon effectif aujourd'hui de 25 joueurs. Je compte sur eux et aussi avec quelques juniors de notre équipe pour pouvoir faire la saison. On a fait des recrutements, des joueurs un peu ciblés sur des postes dont on avait besoin. Aussi on a eu des départs. Ça a été bien fait, j'espère. Et c'est la saison nous le dira. Et j'ai confiance à ces joueurs qui nous ont rejoints. Et on est en train de travailler dur pour bien préparer notre saison. L'objectif de cette saison, ça va être le maintien le plus rapidement et aussi jouer nos chances sur le coupe. Nous parlons maintenant, toujours de football, Abdou Diouf Junior avec la Ligue européenne des champions, 5e journée des chocs attendus ce mardi. Real Madrid PSG, c'est à 19h à Santiago Bernabéu. À l'aller, les coéquipiers de Idrissa Gana Gueye avaient gagné 3-0. Depuis, la Casablanca a repeint ses murs. Tout n'est pas blanc, mais le Real de Zinedine Zidane a beaucoup progressé. L'autre match du groupe A oppose Galatasaray au club Bruges dès 18h55. Crépin Diatta et les Belges de Bruges tenus en échec à l'aller vont tenter de se relancer. Ils sont 3e et ne comptent que 2 points. L'autre grosse affiche attendue demain en Ligue des Champions, c'est le choc Juventus Atlético Madrid. C'est dans le groupe D. En cas de victoire, les Madrilènes pourraient revenir à hauteur des Turinois.
Premier avec 10 points plus 5. 3 de plus que les Colchoneros. Le choc est prévu à 19h. Manchester City, Shakhtar Donetsk à 19h et Tottenham Olympiakos à 19h également sont des rencontres à surveiller. Athlétisme avec l'idée d'organiser le meeting international de Dakar qui ne laisse pas indifférent Amadou Ndiaye. L'international sénégalais spécialiste du 400 mai se félicite de cette idée agitée lors de la visite du président de la Confédération africaine d'athlétisme. Le meeting international de Dakar est selon Amadou Ndiaye un rendez-vous qui pourrait intéresser les plus jeunes à la discipline. Il a également évoqué les infrastructures, le manque d'infrastructures justement, avec Mamadou Oumar Ba, compte rendu. L'idée est salutaire. Le meeting international de Dakar permettrait d'intéresser davantage les jeunes à l'athlétisme. Amadou Ndiaye, athlète international sénégalais et spécialiste du 400 mètres et... Bonne nouvelle en tant qu'athlète international. Ça nous permet aussi d'avoir une compétition de haut niveau avant les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques aussi. Ça permet aussi aux athlètes locaux d'y participer à une compétition internationale. Vu que depuis la disparition du meeting de Dakar, la team Sénégal, ça passe pas comme avant. Ça commence à retourner en arrière. Le vice-champion d'Afrique estime qu'il va falloir tout de même réparer les pistes défectueuses de certains stades. J'ai entendu qu'on va fermer les stades Léopold Sédar Senghor. Je pense qu'il y aura plus de l'athlétisme à Dakar. Parce qu'il y a une seule piste à Dakar, à part les régions. Je ne pense pas que ça ne permet pas d'avancer l'athlétisme. Si la compétition venait à être confirmée à Dakar, Amadou Ndiaye préfère le stade Léopold Sédar Senghor pour abriter le meeting international d'athlétisme. Amadou Ndiaye est présentement en France où il s'entraîne depuis plusieurs semaines. Abdou Diouf Junior, nous avons parlé de basketball, de beach soccer, de football et d'athlétisme. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. Mamadou Oumar Ba. Bienvenue. Après 3 heures d'audition, Aliou Sall n'a pas fait de déclaration. C'est le titre qu'on peut lire à la une de IGFM.sn. Il s'est contenté seulement de taquiner les journalistes en ces termes. Que voulez-vous que je dise? Souhaiteriez-vous que je retourne au bureau du juge? Une autre personne qui avait d'autres problèmes avec la justice est Sambagnan, du nom du célèbre golfeur sénégalais. CNews nous informe qu'il est désormais libre. Le président du tribunal des flagrants délits de Dakar n'a pas suivi le réquisitoire du parquet. Il avait demandé à ce que le golfeur Sambagnan soit condamné à 2 mois de prison ferme. Pour rappel, Sambagnan avait été accusé d'avoir proféré des propos injurieux à l'encontre du président de la Fédération sénégalaise de golf. Quoi qu'il en soit, Sambagnan n'ira pas en prison. Par contre, ceux qui sont sur la voie qui mène à la prison sont au nombre de 6. Ils sont trempés dans une affaire de maltraitance d'enfants. IGFM estime qu'il s'agit de Oustaz Cheikhouna Gueye, dit Khadim, le soudeur métallique qui avait fabriqué les chaînes, et 4 parents d'élèves. Toujours concernant cette affaire, Mamadou Diouf, coordonnateur du projet d'appui à la modernisation des Dara, avoue sur Sénéweb que le gouvernement ne dispose pas encore de statistiques officielles sur le nombre de Dara au Sénégal. Mamadou Diouf a également souligné que tous les chiffres disponibles sur cette question ne sont que des évaluations parcellaires. Par exemple, la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a publié une étude qui montre qu'il y a 1600 Dara dans la région de Dakar, mais cette étude date de 2014. Alors qu'on est en 2019, l'année où Sadio Mané sera peut-être Ballon d'Or. France Football, mais Bet7.com informe que Jürgen Klopp pense que c'est son défenseur Virgil van Dijk qui doit l'emporter. Quoi qu'il en soit, le vainqueur sera connu ce 2 décembre. Le Sénégal va recevoir un super calculateur, informe RFI. C'est la société française Atos qui va vendre au Sénégal la machine à 10 milliards de francs CFA et l'argent pour acheter la machine est prêté par la France elle-même. Tour du web, c'est fini. Merci d'avoir suivi. Démarrons aujourd'hui un focus sur l'encadrement des élèves à domicile. Comment les parents assurent-ils le renforcement pédagogique de leurs enfants? Si certains font appel à un répétiteur, d'autres assurent eux-mêmes cet encadrement. Suivant le reportage de Abdou Diouf Diagne à Rufisque. Chaque soir, après le boulot, Cheikh Ahmed Tidiane Seck prend le relais des enseignants. À la maison, il veille personnellement au renforcement de capacité de ses enfants. Il y a moi et madame qui les après-midi prenons en charge les enfants car pour des enseignements
vraiment d'appui, des cours d'appui au niveau de la maison. Personnellement, c'est moi qui donne les exercices, c'est moi qui essaie de un peu les accompagner pour la compréhension complémentaire par rapport aux leçons qu'ils ont déjà fait en classe. Moustapha Djedjou, un autre parent d'élève, adopte la même stratégie car il veut être sûr que ses enfants maîtrisent bien leurs cours. Mais malheureusement, ce qu'ils ont refusé au cours normal, c'est-à-dire une classe qui dépasse la cinquantaine, le soir encore c'est plus grave parce qu'ils prennent des élèves de différentes classes. Ceci dit, toi en évaluant le gosse après quelques semaines ou quelques mois, tu sens nettement que ça ne progresse pas. Pourquoi payer alors que moi je peux enseigner mes enfants? Contrairement à nos deux interlocuteurs, Aline Badara Ndiaye lui paye les services d'un répétiteur. Son emploi du temps ne lui permet pas de suivre ses enfants. Chez nous dans notre quartier, il y a un garçon qui s'occupe de ça, c'est un répétiteur et c'est là où j'ai envoyé mes enfants. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Plusieurs fois en rentrant à la maison, les enfants sont déjà couchés parce que je rentre tard. Donc dans ces conditions, je ne peux pas les suivre à la maison. Mais n'empêche, des fois quand je viens tôt, je participe à leurs travaux scolaires à la maison. À Rufisque, chaque parent d'élève a sa manière d'assister ses enfants. Si certains assurent leurs enseignements une fois à la maison, d'autres par contre font recours à des répétiteurs. Mais alors, quelle est la meilleure méthode pour le renforcement pédagogique d'un élève? Nous avons posé la question à un expert consultant en éducation, Cheikh Touré. Du point de vue de la méthode, il faut que l'enfant agisse plus que celui qui l'encadre. C'est les méthodes actives. Et de ce point de vue-là, les supports à utiliser, dans l'idéal, c'est vraiment des supports visuels qui permettent un peu, tout en apprenant, de le faire par les trois canaux qu'on sait, c'est-à-dire le visuel, l'auditif et le kinésique. Maintenant, évitez donc de surcharger l'enfant, choisir des moments vraiment où l'enfant est bien reposé et aussi du point de vue de la méthode pédagogique, faire agir l'enfant beaucoup plus que l'enseignant lui-même. Et puis, dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école élémentaire Kairé Ndao située dans le département de Mbacké. Cet établissement est confronté à des difficultés comme un manque de matériel et de table-banc, nous dit Mariam Diop. Créée en 1999 dans le village de Kairé Ndao, l'école Kairé Ndao 2 grandit en toute beauté. L'établissement très apprécié par ceux qui le fréquentent. Dès l'entrée, les espaces verts et les allées en pavé offrent un beau décor. Salim Baye, enseignant, porte-parole de l'établissement. Tout ce qui a été fait ici à Kairé Ndao, c'est grâce à El Hadji Adama Diop et son équipe pédagogique et le village. Un comité qui est dynamique, déterminé. On avait 5 classes construites. Aujourd'hui, on est à 12 classes. La majorité des élèves viennent de la ville sainte de Touba. Leur déplacement est assuré par une dizaine de cars affrétés par l'administration de l'école. On est à 787 élèves, dont 29 de Kairé Ndao. Donc les 760 et quelques viennent de Touba. On est à 13 villes qui font la navette chaque matin dans des conditions très difficiles, avec une route latéritique défectueuse. École d'excellence Kairé Ndao se place parmi les meilleures écoles du département de Mbacké. De 2012 à 2019, on n'est jamais sorti dans les 5 premiers. Chaque année, on est classé dans les 5 premiers du département. Bien que des performances sont enregistrées, l'école fait face à d'énormes difficultés. Nous avons des problèmes de table-banc. Regardez les élèves. Ils sont assis 4-5 par table-banc. Dans l'école, il n'y a pas de matériel didactique. Vraiment, nous demandons une aide. Depuis sa création, l'école a déjà connu 4 directeurs. Merci à Mariam Diop et à Abdou Diouf Diagne. L'angine, une inflammation aiguë de la gorge, mais aussi des amygdales. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne, une affection qui touche très souvent les enfants et si elle n'est pas bien traitée, elle peut se répéter. Dr Abdoulaye Diop, médecin ORL à l'hôpital Le Roi Baudouin de Guédiawaye. Maintenant, on dit qu'une angine est à répétition si le nombre d'épisodes est supérieur à 3 par année de façon générale. Maintenant, le risque de ces angines à répétition chez l'enfant, c'est d'abord l'évolution vers des complications qui sont redoutables. Si l'enfant est malade, il a de la fièvre, il a mal à la gorge. Il y a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire un retard staturo-pondéral qui a été démontré par des études. Et ces angines à répétition peuvent entraîner des complications. Toute la gravité de ces angines à répétition réside sur leurs complications, qui sont d'abord les cardiopathies, ce qu'on appelle les cardiopathies rhumatismales, c'est-à-dire une atteinte du cœur. Quand l'enfant fait des angines à répétition, il y a une accumulation de l'antigène et qui va circuler au niveau du sang. S'il y a un taux élevé de cet antigène-là, ça va se déposer sur les organes nobles tels que le cœur et ça entraînera ce qu'on appelle les cardiopathies rhumatismales, qui sont des pathologies qui sont vraiment redoutables et très difficiles à traiter. Des complications d'ordre rhumatismal
rhumatismale et rénale peuvent aussi survenir. Il y a aussi une atteinte des os, ce qu'on appelle communément le rhumatisme, c'est-à-dire le rhumatisme articulaire aigu. Ça aussi, c'est le même principe, c'est-à-dire il y a le dépôt de l'antigène au niveau des os qui se manifeste par une polyarthralgie, parfois des crises très douloureuses chez l'enfant. Mais aussi une troisième complication qui s'appelle l'atteinte rénale, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt d'antigène au niveau des glomérules, ce qu'on appelle la glomérulonéphrite aiguë et qui est souvent observée chez l'enfant. Pour éviter ces complications, un traitement préventif est proposé. Ce qu'il faut faire, c'est proposer une ablation chirurgicale de ces amygdales-là, éliminer la source infectieuse, enlever les amygdales palatines en faisant une amygdalectomie. Mais aussi, il faut prendre en charge la complication. Si c'est une cardiopathie, le cardiologue va intervenir ou bien les chirurgiens cardiaques, s'il faut opérer, vont l'opérer. Vous savez que c'est une chirurgie qui est très lourde si on doit opérer un cœur et qui est très cher. Si c'est une glomérulonéphrite aiguë, les néphropédiatres vont intervenir en faisant un traitement médical, mais en faisant une surveillance aussi. Si aussi il y a un rhumatisme articulaire aigu, c'est du domaine des rhumatologues. Le traitement est tellement coûteux et très long. Seulement, éviter d'en arriver là est possible. Il suffit juste très tôt de prendre en charge l'affection, prévenir toute récidive pour éviter qu'elle aboutisse à des complications. C'est tout pour bonne santé. On ne peut même plus accorder du crédit aux chiffres avancés par les services de l'État quand ils disent avoir retiré au moins 3000 enfants de la rue. C'est plus facile à croire qu'ils les ont fait disparaître. Qui sait s'ils ne les ont pas mangés? Ils les ont juste ôtés de notre vue comme par magie que de croire que ces enfants sont aujourd'hui quelque part d'autre et en sécurité. Il ne se passe plus un seul jour sans que l'horreur ne s'abatte sur les enfants au Sénégal, qu'ils soient de la rue ou pas d'ailleurs. Sérieusement, on prend trop à la légère l'énoncé de slogans qui sonnent finalement creux et fait autant de bruit que des tonneaux vides et pour rien. C'est comme la perspective du Sénégal zéro déchet, pure chimère bien sûr, parce qu'on continue à produire des ordures sans jamais avoir mis en place un système efficient pour les évacuer et pour le coup ce serait bien de les faire disparaître sans dégâts pour l'environnement. Il paraît d'ailleurs qu'à des kilomètres à la ronde de Mbebes, la célèbre déchetterie, on n'y vit plus, on y respire l'air et les habitants sentent toutes sortes de cancers les pénétrer, pour ne pas dire plus. C'est comme le slogan zéro bidonville, alors que la ville n'a même pas délimité ses excroissances où s'entrechoque le semblant de ville parce que Bati est le gros village de toute la communauté de gens qui voyagent pour des raisons économiques que pour gagner sa croûte. Le nombre d'enfants dans la rue n'a jamais baissé, c'est qu'on n'a jamais pris la mesure de la question. On peut d'ailleurs comprendre que cela prenne du temps en raison des réticences et du poids des croyances populaires qui laissent encore à penser que la rue est la meilleure école de la vie pour faire de votre enfant un bonhomme. Mais alors, comment comprendre les lenteurs dans la définition de la réglementation et de l'adoption des lois et règlements y afférents? Il faut d'ailleurs savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des enfants talibés? Où on parle de ces enfants parfois sans attache, jetés dans la rue, exploités par des adultes ou juste parce que la rue est devenue leur famille. Dans les deux cas, c'est insupportable de laisser cet enfant sacrifié. La Convention des droits de l'enfant a soufflé ses 30 bougies cette année. C'est un âge mûr. Pour ce qui concerne les enfants talibés, on le sait, la solution réside dans la collaboration des maîtres coraniques. Mais on n'a toujours pas adopté le code portant statut des Dara qui permettrait d'immatriculer les écoles et de placer chaque maître coranique face à ses responsabilités. Ça réglerait une bonne partie du problème, certainement d'ailleurs la partie la plus difficile. Pour le reste, les enfants de la rue, tant qu'on n'aura pas construit des structures d'accueil, on fera semblant de continuer à vouloir les sortir de la rue. Mais pour les mettre où? C'est ça le problème. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra se dresser contre toute forme d'exploitation des enfants. C'est un sévice que de mettre des enfants dans la rue et notre complicité à tous pèsera longtemps sur notre conscience en détournant le regard sur ce fléau et parfois même en jetant la petite pièce comme pour se donner bonne conscience. On devrait juste écouter un peu plus ceux qui se battent au quotidien pour les enfants sans jamais attendre l'État. Elles se reconnaîtront toutes à travers Empire des enfants, SOS et surtout Cœur Imagination, classé meilleur musée pour enfants au monde. Cette structure située à Yoff a remporté ce prestigieux prix décerné par Hands of International et l'Académie européenne des musées. Manifestement, un havre de paix pour enfants.
Et si on multipliait les cœurs imagination, ce n'est vraiment pas compliqué au final, mais on ne comprend pas pourquoi la volonté politique semble faire défaut pour des choses aussi essentielles. L'invité de RFM Soir, Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est à Abuja, au Nigeria, pour présider le sommet de l'institution. Le député répond aux questions de notre envoyé spécial Fama John. Merci. Nous sommes à Abuja avec le président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo. Merci d'être avec nous. Merci, je vous remercie. Alors, vous êtes à quelques mois de la fin de votre mandat. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très satisfait. Je rends grâce à Dieu, à mon guide éclairé Khadim Rassoul, parce que quand on m'a installé ici à Abuja en 2016, c'est le khalife général des Mourides d'alors, Serigne Sidi Mokhtar, qui avait dépêché Serigne Cheikh Aliou Mbacké et une délégation pour venir m'installer. Donc, j'ai essayé de mettre en place un dispositif, c'est-à-dire je me suis impliqué à l'élection des membres du bureau avec les 3 groupes linguistiques, les Anglais, les Français, pour qu'il y ait des équilibres pour la gestion, mais aussi pour les présidents des commissions. Nous avons pris bras le corps tous les dossiers qui nous attendaient parce qu'il fallait accélérer le processus d'intégration en faisant adopter l'acte additionnel pour le renforcement des prérogatives du Parlement, parce que le Parlement était un Parlement anodin qui n'avait pas de prérogatives, c'était un Parlement qui donnait des avis simples. Donc, en 10 mois, nous avons pu décrocher cet acte grâce à l'appui au conseil avéré de son Excellence le président Macky Sall, qui était le président de la conférence des chefs d'État en son temps et qui, avec son ministre qui exerçait le rôle de président du conseil des ministres, Khadim Diop, nous ont soutenus et nous ont accompagnés pour qu'on puisse réaliser ce vœu pieux des parlementaires, accroître leurs prérogatives, accroître les moyens et accroître les programmes du Parlement. C'est ce que nous avons réussi et vraiment nous avons développé une politique agressive allant dans le sens souhaité par les populations, c'est-à-dire la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, mais aussi l'intermédiation entre les politiques qui ont des problèmes au niveau de leurs États. Nous l'avons fait en Sierra Leone, nous étions au Mali, à Mopti et à Gao, quand il y avait des frappes terribles dans ces zones pour rencontrer les autorités politiques, mais les populations. Alors, on ne compte plus les pays de la sous-région qui vont à des échéances électorales majeures en 2020. Il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, le Bénin, la Guinée-Bissau. L'élection se déroule dans un contexte de crise institutionnelle. Comment prévenir toutes ces crises? Faut-il arriver à une législation supranationale sur la question des mandats? Je pense que il y a la souveraineté des États. Nous sommes dans un système, le Parlement supranational joue un rôle de coordination pour les activités des chefs d'État et du Conseil des ministres. On joue un rôle de coordonner ces activités. Mais nonobstant tout cela, il faut savoir que les États gardent leur souveraineté. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à harmoniser les lois électorales des États ou les constitutions. Donc, chaque État a sa constitution. Mais, dans l'avenir proche à venir, je pense que le Parlement pourra réfléchir sur une loi ou une recommandation à l'attention des États pour harmoniser l'intangibilité des mandats, c'est-à-dire 2 mandats à ne pas dépasser pour chaque pays. Si on parvient à régler ce problème, chaque État peut voir si c'est 4 ans renouvelable une fois, 5 ans ou 7 ans renouvelable une seule fois, mais qu'on puisse rendre intangible la limitation de ces mandats. Et je pense que le Parlement va travailler dans ce sens. Parce que pour la question de la Guinée, après la présentation du rapport par pays, le Parlement s'est auto-saisi de la crise qui sévit parce que nous avons
penser qu'à quelques encablures de l'élection présidentielle pour finir son second mandat, un président n'a pas le droit de modifier la Constitution pour prétendre faire un troisième mandat. L'actualité au Sénégal, vous avez déjà évoqué l'argent sale qui circule dans le pays en disant, je cite, que si on rasait toutes les maisons construites par l'argent issu de la drogue, il ne resterait plus rien. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Plus précis par rapport à quoi? Il y a 1 an et demi, je l'ai dit, et j'avais dit, si le procureur pouvait me convoquer, je vais lui donner des indices. Mais malheureusement, j'avais pas été écouté, ni par le procureur, ni par vous, ni par les politiques. Il faut pas attendre un moment pour essayer de refaire jaillir l'étincelle, c'est-à-dire on attend qu'on prenne des gens avec la drogue pour m'interpeller à nouveau. Je ne peux pas en parler plus. Je sais que y a bel et bien des gros bonnets sénégalais qui ne travaillent que sur la drogue. Ils sont au Sénégal, ils sont en Europe, ils construisent des grosses maisons, ils roulent avec des gros véhicules à gros cylindres et on ne leur connaît pas un métier. Dans la fiscalité, ils ne cotisent pas, ils ne payent rien et ils sont des Sénégalais et ils se réclament de gros patrons. C'est ce que j'ai voulu dire et vous le savez mieux que moi. J'ai entendu un frère et ami de Croix parler de moi, mais de Croix, il sait mieux que moi qu'il connaît lui-même des gens qui sont dans la drogue. Il connaît. Je le défie. Il connaît. S'il jure dans le Saint-Coran qu'il ne connaît pas, je vais demander pardon. Mais il connaît. Il sait bien qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur la drogue depuis les années 75-80 et c'est des Sénégalais qui font des va-et-vient en Europe, ailleurs, et connus de tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Justement, une affaire de faux billets secoue la République. Est-ce que c'est à ce genre de situation que vous faites allusion? Non, moi je ne connais même pas s'il y avait des faux billets ou pas. Ce que j'ai dit en son temps, je l'avais dit. J'ai dit ce que j'ai constaté moi-même et d'autres constatent ça. Les Sénégalais savent mieux que moi qu'il y a des Sénégalais qui ne travaillent que sur la drogue. Ils le savent. Le procureur le sait, d'autres le savent. J'attirais l'attention et j'alertais pour qu'on soit plus prudent, qu'on puisse surveiller nos frontières, pour savoir que l'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante de la drogue. Il faut l'analyser sur cet angle et prendre ce que j'ai dit positivement et non pas négativer ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit, je jure devant le Saint-Coran qu'il en existe. Il y a beaucoup d'argent, des milliards de drogues qui sont entrés dans nos pays. Bougazeli, un camarade de parti, député, pris avec des faux billets. C'est regrettable de toute façon, mais il faut quand même lui donner cette présomption d'innocence jusqu'à ce que des preuves établissent sa culpabilité. Aujourd'hui, il est impliqué dans une affaire. Mais attendons, il a démissionné de son poste de député. Je salue cette sagesse. Aujourd'hui... Est-ce qu'il n'a pas été forcé à la démission? On ne sait pas. C'est vous qui me le dites. J'assume que c'est un frère avec qui on a des liens dans notre parti. C'est un complot, ce n'est pas un complot, je ne sais pas. Je suis ici en train de faire mon travail. Justement, un de vos objectifs, c'est de briguer la mairie de Dakar. Vous avez déclaré qu'avec ou sans le soutien du président Macky Sall, vous serez candidat. Vous le défiez? Je ne l'ai jamais dit, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit que j'ai informé le président de la République, le président de mon parti, que j'ai soutenu pour l'intention que j'ai. Si Dieu me donne vie, santé et les moyens d'aller aux élections, je veux être maire de la ville de Dakar. C'est ce que j'ai dit, je l'ai dit depuis belle lurette. Mais je demande que ma coalition et mon parti me soutiennent parce que personne n'est plus apte à défendre la coalition face aux autres pour la mairie de Dakar. J'ai un programme meilleur que les programmes qu'on a déroulés jusqu'ici pour les mairies et toutes les mairies. Au cas où il ne vous soutient pas, il y a Diouf Sarr qui a déclaré sa candidature aussi. Lui aussi, il est membre de la paire. Mais il n'y aura pas que Diouf Sarr, il y aura d'autres. Laissons les candidatures se dessiner. Le parti arbitrera et la coalition. Mais moi, je dis, j'ai déclaré ma candidature. Je veux être maire de Dakar et je demande le soutien de tout le monde. Aussi bien ma coalition que les coalitions de l'opposition qui veulent approuver le programme que je vais soumettre à la population dakaroise. Mais en particulier le soutien de Macky Sall. Oui, je veux bien, je l'ai dit.
Macky Sall est mon frère, il est mon ami, je l'ai soutenu. Ce que je demande aujourd'hui, je pense que c'est le possible. Je ne demande pas à être candidat pour la présidence de la République. Je lui ai laissé l'Assemblée nationale que je pouvais diriger, mais de grâce, je veux qu'il me soutienne pour la mairie de Dakar. Donc vous attendez à un retour de l'ascenseur? Oui, je pense bien qu'il va le faire. Moustapha Cissé Lo, la RFM vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du Parlement de la CEDEAO. C'est la fin de cet entretien réalisé ici. Ici à Abuja a voulu dire femme John, nous la remercions. Nous remercions également son invité Moustapha Cissé Lo. 22h52, c'est la fin de cette édition.